Imagine un monde où l'Afrique n'est pas en marge mais au centre. Un monde où ses villes attirent des savants de tout horizon, où ses armées font trembler des royaumes entiers, où ses empereurs sont reçus avec honneur au Caire et à la Mecque. Ce monde n'est pas une fiction, il a existé. C'était l'Empire Songhai. À la fin du XVe siècle, alors que l'Europe se lance dans une grande exploration maritime, une autre puissante émerge au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Sur les rives majestueuses des fleuves Niger s'élèvent Gao puis Tombouctou, des cités où se croisent or, sel, idées et civilisation. Ces villes deviennent le centre d'un empire qui, à son épopée, est plus vaste que l'Europe de l'Ouest elle-même. Et si je te disais que Tombouctou comptait plus de manuscrits que certaines bibliothèques européennes à la Reconnaissance? Le Songhai, héritier du Ghana et du Mali, ne s'est pas contenté de suivre. Il a dominé. Son armée disciplinée, son commerce florissant et son administration innovante. On a fait l'un des plus grands empires du monde. Mais derrière cette puissance, un homme a marqué l'histoire de son empire. Askia Mohamed, stratège, réformateur, visionnaire. Il a transformé le Songhai en superpuissance mondiale. Pourtant, malgré cette grandeur, le Songhai reste aujourd'hui largement absent dans les manuels scolaires, oublié par l'histoire officielle. Pourquoi? Peut-être parce qu'il renaît en cause une idée plus ancrée, celle d'une Afrique toujours dominée, toujours en retard. Or, le Songhai prouve le contraire de cela. Il montre une Afrique en avance, puissante et respectée. Et si toute notre vision de l'histoire du monde était incomplète, parce que l'histoire de l'Afrique n'a pas été racontée, alors dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'épopée Songhai. Nous vivrons ses origines modestes, au bord du Niger. Nous traverserons ses marchés et ses universités. Nous verrons l'ascension fulgurante d'Askia Mohamed, l'organisation redoutable de son armée et l'éclat de ses réformes. Et enfin, nous assisterons à un déclin brutal avant d'interroger l'héritage qu'il a laissé à l'Afrique et au monde. Voici un empire oublié mais pas perdu. Voici l'histoire de Songhai, l'Afrique qui dominait le monde. Pour comprendre la grandeur du Songhai, il faut revenir bien avant Askia Mohamed, bien avant les conquêtes, bien avant l'apogée. Tout commence au bord du fleuve Niger, ce gigantesque serpent d'eau qui traverse l'Afrique de l'Ouest et nourrit ses peuples depuis des millénaires. Là, dans une plaine fertile au milieu des sables, une petite cité prend vie, Gao. Au XIe siècle déjà, Gao est une cité commerçante animée. Des caravanes du Sahara y traversent avec le sel, cet or blanc aussi précieux que le métal jaune. En revanche, l'or des mines du sud, les ivoires et parfois même les esclaves s'écoulent vers le nord. Gao devient un point de passage incontournable, une porte ouverte entre le monde subsaharien et le Maghreb. Mais ce n'est pas seulement le commerce qui forge le destin d'un peuple, c'est aussi sa mémoire. Et les griots, ces maîtres de la parole, racontent que les Songhai étaient destinés à régner. Les premiers rois Songhai sont encore enveloppés de légendes. Les récits oraux parlent de l'euro fondateur, l'ancêtre puissant de chefs qui auraient reçu leur pouvoir directement des esprits du fleuve. Pour eux, Gao n'était pas seulement une simple cité, c'était un berceau sacré choisi par le destin. Mais très vite, un obstacle de taille se dresse, car si Gao prospère, elle n'est pas libre. Au XIIIe siècle, l'empire du Mali, alors dirigé par la dynastie de Soundiata Keïta, étend son empire sur la région. Le Songhai devient un vassal. Pendant des générations, Gao doit plier le genou
devant ses puissants voisins maliens. Et si je te disais que c'est dans cette soumission que le Songhai a appris l'art de régner, car observer un empire, c'est déjà apprendre à en bâtir un. Peu à peu, des fissures s'apparaissent dans l'autorité malienne. L'empire décline, le commerce change de route, des provinces s'émancipent. C'est à ce moment que le Songhai relève la tête. Un roi, Soni Ali, marquera une première rupture, mais bien avant lui, Gao commence déjà à reprendre son indépendance et à rêver plus grand. Le Niger, lui, continue de couler imperturbable. Mais il y charrie avec lui un rêve, celui d'un peuple qui refuse de rester dans l'ombre. Le Songhai ne veut plus être spectateur de l'histoire, il veut en devenir l'acteur principal. Comment une petite cité vassale a-t-elle réussi à devenir le cœur d'une superpuissance? La réponse se trouve dans ces villes, Gao et Tombouctou, deux joyaux qui allaient bientôt illuminer l'Afrique. Si Gao est le cœur politique de Songhai, alors Tombouctou en est l'âme intellectuelle. Ensemble, ces deux cités brillent comme les joyaux au milieu des déserts, attirant marchands, savants, tiennent le Coran, la philosophie, la médecine, l'astronomie et même les mathématiques. Les manuscrits de Tombouctou, copiés par des générations de scribes, sont innombrables. On y trouve des traités algèbre, de géométrie, de botanique. Certains historiens estiment qu'il y avait plus de 300 000 manuscrits, bien plus que de certaines bibliothèques européennes de la même époque. Et si je vous disais qu'au même moment où l'Europe redécouvrait à peine Aristote, l'Afrique écrivait déjà ses propres traités de médecine et de droit. Tombouctou, c'est aussi une cité où la tradition orale se mélange aux écrits. Les griots y racontent les épopées des rois et des peuples. Les imams, eux, diffusent le savoir religieux et la loi islamique. Ce mélange unique fait de la ville un phrase de connaissance reconnue jusqu'au Moyen-Orient. Des voyageurs célèbres ont témoigné de cette richesse. Ibn Battuta, la grande explorateur marocain, raconte sa surprise face à l'organisation et au rafraîchissement des villes de la région. Plus tard, l'Europe Léon africaine décrira Tombouctou comme une cité polluante où l'or s'échange à profusion et où les savants sont respectés comme des princes. Tombouctou n'était pas une légende, c'était une réalité. Une ville où le savoir valait plus cher que l'or. Ce qui distingue vraiment le Songhai, c'est cette alliance entre Gao et Tombouctou. Gao incarne la force, le pouvoir, l'armée, la politique. Tombouctou incarne l'esprit, la connaissance, la spiritualité. Ensemble, elles donnent au Songhai une puissance unique, à la fois matérielle et intellectuelle. Et c'est dans cette contexte d'effervescence, de richesse accumulée et de savoir partagé qu'un homme va émerger. Un guerrier ambitieux, un stratège sans pitié, mais aussi un visionnaire. Cet homme, c'est Askia Mohamed. Et lui seul allait transformer ce royaume prospère en véritable superpuissance mondiale. Mais comment un simple général a-t-il pu devenir le maître d'un empire plus vaste que l'Europe de l'Ouest? L'histoire commence avec un coup d'État et elle va changer le destin de toute l'Afrique. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, à la fin du XVe siècle, un homme allait changer le destin du Songhai. Son nom, Mohamed Touré, plus connu sous le titre de Askia le Grand. Mais avant de devenir un empire vénéré,
Il fut un simple général, un soldat parmi d'autres, prêt à défier son propre roi. Avant Askia, il y avait Soni Ali, le roi guerrier. Sous son règne, le Songhai s'étend, conquiert Tombouctou et Djenné et impose sa domination sur le commerce transsaharien. Mais Soni Ali est un souverain controversé, vénéré comme un héros par certains, craint comme un tyran par d'autres. Car si Soni Ali agrandit l'empire, il se montre impitoyable avec les savants et les musulmans de Tombouctou. Sa brutalité sème la peur, mais aussi la colère. Et c'est dans cette colère qu'Askia va trouver sa voie. Mohamed Touré, alors général, observe. Il voit les failles, les injustices, les erreurs stratégiques. Il comprend que l'Empire a besoin d'un autre type de dirigeant. Un chef à la fois militaire et spirituel, capable d'unir les peuples et de faire de Songhai une puissance respectée dans le monde musulman. En 1492, Soni Ali meurt. Son fils Soni Baru, héritier du trône, mais un nouveau roi ne convainc pas le peuple. Il continue la politique brutale de son père. Il refuse d'adopter une approche plus islamique du pouvoir. C'est le moment qu'attendait Askia Mohamed. Il se lève, défie Soni Baru et lance un coup d'État. La bataille décisive se déroule auprès de Gao, au bord du fleuve Niger. Les partisans d'Askia s'affrontent aux fidèles de Soni Baru. Le combat est acharné, mais la stratégie et le charisme d'Askia l'emportent. Il renverse le fils de Soni Ali et s'empare du trône. Le Songhai a un nouveau maître. Mais attention, devenir roi n'était que le début. Askia Mohamed ne voulait pas seulement régner, il voulait transformer le Songhai en empire modèle respecté dans tout le monde musulman. Dès son ascension au pouvoir, Askia Mohamed renforce tout. L'armée, l'administration, la justice, le commerce. Rien n'échappe à son regard. Il crée un système bureaucratique solide, avec des gouverneurs régionaux et des contrôleurs pour surveiller la loyauté des provinces. C'est une véritable révolution administrative en Afrique. Il instaure un impôt équitable, surveille les routes commerciales et fait au Niger un axe vital de communication. Sous lui, les caravanes circulent en sécurité, le commerce prospère et les villes s'enrichissent. Là où d'autres rois cherchaient seulement à conquérir, Askia Mohamed baptisait un État, un vrai empire capable de durer. Mais Askia Mohamed n'était qu'un stratège politique. C'est aussi un musulman fervent. Il veut que son empire devienne un modèle de piété et de savoir. Pour cela, il s'appuie sur les savants de Tombouctou et de Djenné. En 1497, il accomplit un voyage extraordinaire, le pèlerinage à la Mecque. Comme Massa Musa avant lui, il traverse le désert avec une caravane impressionnante, riche en or et en présents. À la Mecque, Askia impressionne le monde musulman par sa générosité. Il est reçu par honneur par le calife du Caire, qui le reconnaît comme le commandeur des croyants de l'Ouest africain. Dès lors, le Songhai gagne en prestige immense sur la scène internationale. Imaginez, au moment où l'Europe plonge dans ses guerres des religions, un roi africain est reconnu comme l'un des plus grands souverains islamiques du monde. Pourtant, Askia Mohamed reste un homme. Ses décisions ne sont pas toujours parfaites, ses guerres pas toujours victorieuses, mais ce qui le distingue, sa vision. Il ne gouverne pas seulement pour son temps, il gouverne pour l'avenir. Ses réformes économiques assurent la prospérité. Ses réformes militaires garantissent la sécurité. Ses réformes religieuses renforcent la légitimité. Tout cela fait du Songhai le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest et peut-être l'un des plus grands puissants du monde au XVIe siècle. Askia Mohamed n'était pas seulement un roi, il était un bâtisseur de civilisation. Mais l'histoire de Askia ne s'arrête pas là, car après avoir consolidé son pouvoir,
il allait mener des guerres d'expansion pour agrandir encore davantage l'empire. Ces conquêtes allaient porter le Songhai à son apogée, mais elles allaient aussi s'aimer les grains de son déclin. Comment un empire si puissant a-t-il pu, quelques décennies plus tard, s'effondrer face à une armée étrangère? La réponse se trouve dans les victoires et les erreurs d'Askia lui-même. Après avoir consolidé son pouvoir, Askia Mohammed savait qu'un empire ne se maintient pas seulement par la sagesse et la foi. Il fallait une armée capable de défendre ses frontières et imposer le respect. C'est ainsi que le Songhai devient une superpuissance militaire. L'armée du Songhai n'était pas seulement amas des soldats improvisés. Elle était structurée, disciplinée, organisée par corps et par spécialité. L'infanterie cavalière, l'artilleur, troupes et reconnaissance. Chaque unité avait un rôle précis. Les archers et les cavaliers étaient formés dès l'adolescence. Les soldats suivaient un corps strict de loyauté et de discipline. Les garnisons surveillaient les frontières et les routes commerciales, assurant la sécurité des cavaliers et des marchandises. Imaginez une armée africaine capable de rivaliser avec des troupes européennes. Et c'est exactement ce que le Songhai avait construit. À l'apogée de son règne, Askia Mohammed étend le Songhai du fleuve Sénégal jusqu'à lac Tchad, du désert du Sahara jusqu'aux forêts tropicales. Il annexe Djenné, Tombouctou, Agadé et contrôle le Saolam. Le Songhai devient un empire gigantesque, plus vaste que la France, l'Espagne et l'Italie réunies. Chaque conquête est soigneusement planifiée. Askia installe des gouverneurs loyaux, impose les taxes équitables et protège la population locale. L'armée sert à étendre l'empire, mais aussi de maintenir la paix. Comment un seul homme a-t-il pu contrôler un territoire aussi vaste, avec des millions d'habitants et des centaines de cultures différentes? La réponse réside dans sa stratégie et son organisation. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Askia développe une flotte sur le fleuve Niger. Ses bateaux transportent marchandises et soldats ralliant Gao, Tombouctou et Djenné. Le fleuve devient non seulement un axe commercial, mais un véritable bouclier stratégique pour l'Empire. Cette flotte permet de contrôler les routes fluviales et d'acheminer rapidement les renforts en cas de rébellion ou attaque. Le Songhai n'était pas seulement une puissance terrestre, il est aussi une puissance fluviale. L'armée protège le commerce finance l'armée. C'est un cercle vicieux. L'or des mines, le sel du désert, l'ivoire, le cuivre, tout circule en sécurité grâce aux routes et aux garnisons établies par Askia. Les marchands prospèrent, les villes s'enrichissent et l'empire devient un centre économique majeur. Les caravanes traversent le Sahara comme des artères, alimentant l'Afrique de l'Ouest et même le monde arabe. À ce moment-là, le Songhai n'était pas seulement un empire militaire. Il est une véritable puissance économique et culturelle. À la même époque, l'Europe découvre les Amériques. Les Ottomans dominent le Moyen-Orient et la Chine rayonne sous la dynastie Ming. Et pourtant, au cœur de l'Afrique, le Songhai rivalise avec toutes ses puissances. Sa richesse, son organisation, sa domination, sa diplomatie, plus vaste que reste des voyageurs arabes et des commerçants étrangers. Ibn Khaldun et d'autres historiens arabes décrivent le Songhai comme un empire puissant, riche et ordonné. Des Européens, eux, ignorent encore, enfermés dans leur vision centrée sur le continent. Un empire africain respecté dans le monde musulman, mais oublié par l'Europe. Comment une telle injustice historique a-t-elle pu se reproduire? La puissance militaire seule ne suffit pas. Askia combine force et intelligence politique. Chaque province est surveillée par un gouverneur loyal. Chaque tribu et ses représentants.
et le peuple bénéficie d'une justice équitable. Cette stabilité permet au Songhai de durer plusieurs décennies malgré sa taille colossale. C'est ce qui distingue Askia Mohamed, un roi qui ne conquiert pas seulement par les armées, mais qui gouverne avec sagesse et vision. À son apogée, le Songhai est un empire que le monde ne peut ignorer. Riche, puissant, organisé, respecté. Mais chaque empire a ses limites. Même les plus grands peuvent tomber. Et le Songhai ne fera pas l'exception. Le prochain chapitre nous plongera dans les réformes d'Askia Mohamed, sa vision religieuse et politique, et comment il a façonné le Songhai en un modèle d'administration et de justice que beaucoup envieraient. Si l'armée et les conquêtes font la force d'un empire, la sagesse et l'administration en assurent la durabilité. Askia Mohamed l'a compris mieux que quiconque. Son génie ne réside pas seulement dans ses victoires militaires, mais dans sa capacité à gouverner et à reformer son peuple. Askia Mohamed était un musulman dévoué, mais il savait que la foi ne devait pas seulement guider sa vie personnelle, elle devait structurer tout l'empire. Il encouragea l'apprentissage religieux dans les villes, soutint les mosquées et favorisa la diffusion du Coran. Tombouctou, Djenné et Gao devinrent des centres d'enseignement reconnus dans le monde musulman. Mais Askia ne cherchait pas à imposer la religion par la force. Il respectait les traditions locales, permettant au peuple animiste de continuer leurs pratiques tout en reproduisant et en introduisant progressivement l'islam comme cadre légal et moral. Un empereur qui gouverne avec foi mais sans imposer la violence. Cela vous rappelle-t-il un modèle de gouvernance moderne? Pour gérer un empire immense, Askia divise son territoire en provinces. Chaque province a un gouverneur, responsable de la sécurité, de la collecte des impôts et de l'application des lois. Le roi reçoit régulièrement des rapports et peut intervenir en cas de désordre. Cette centralisation permet de contrôler un territoire qui s'étend du fleuve Sénégal jusqu'au lac Tchad. Chaque route commerciale, chaque ville, chaque village est intégré dans un système cohérent. Le Songhai devint ainsi un exemple de gouvernance avancée, comparable aux monarchies européennes les plus structurées. À une époque où l'Europe était encore fragmentée, le Songhai possédait un État efficace, capable de maintenir l'ordre sur des millions d'habitants. Askia Mohamed instaure un système judiciaire solide. Des juges appelés qadis appliquent les lois islamiques adaptées aux réalités africaines. Les décisions sont justes, les peines sont entendues et les abus du pouvoir sont punis. Les habitants savent qu'ils peuvent se tourner vers le système judiciaire sans craindre l'arbitraire. Cela renforce la confiance dans l'empire et la loyauté envers le souverain. Imaginez un peuple confiant dans son roi et ses juges, alors même que les autres parties du monde, les abus étaient la norme. Askia Mohamed comprend que la prospérité est la clé de la stabilité. Il organise le commerce, sécurise les routes transsahariennes, encourage l'agriculture et impose les taxes justes. Les marchés prospèrent, les villes s'enrichissent et l'empire bénéficie d'une croissance sans précédent. Son administration veille à ce que l'or, le sel et les autres ressources circulent efficacement, soutenant à la fois l'armée et les infrastructures publiques. C'est un cercle vicieux. Prospérité économique, stabilité politique, puissance militaire. Askia a compris le secret des grands empires. Grâce à ces réformes, le Songhai devient un modèle d'administration et de justice. Les savants, commerçants et voyageurs le prennent comme référence.
Le monde musulman reconnaît la légitimité et la compétence du roi. Les Européens, eux, découvriront plus tard l'existence d'un empire africain organisé et puissant. Mais à cet modèle, aussi brillant soit-il, doit faire face à ces défis, succession, rivalité interne et la menace des armées étrangères. Autant d'éléments qui préjudieront le déclin du Songhai. Le génie d'Askia Mohammed n'était pas seulement dans ses conquêtes, mais dans la manière dont il a façonné un empire capable de durer, jusqu'à ce que le destin et les armées étrangères viennent le défier. Même les plus grands empires portent en eux les germes de leur chute. Le Songhai, après avoir atteint des sommets inégalés sous Askia Mohammed, va connaître ses heures sombres, des rivalités internes, des conflits de succession et l'émergence des puissances étrangères vont bouleverser l'histoire. Après la mort d'Askia Mohammed, le Songhai reste puissant mais fragile. Les luttes pour le trône deviennent fréquentes. Les fils, les cousins et parfois même des généraux contestent la succession. La stabilité acquise par Askia se fissure. La bureaucratie efficace d'Askia est encore en place, mais la corruption et l'affaiblissement du trône central permettent aux provinces de gagner en autonomie, parfois au détriment de l'unité de l'empire. Comment un empire si puissant peut-il effondrer à l'intérieur avant même d'être confronté à l'ennemi extérieur? À la fin du XVIe siècle, au nord, le sultan du Maroc convoite l'or du Songhai. Avec l'arrivée des armes à feu, notamment des arbuesques et des canons, il dispose d'un avantage technologique que le Songhai n'a pas encore intégré. En 1591, le sultan Ahmed al-Mansur envoie une armée bien équipée vers Gao, marquant le début d'une confrontation décisive. Le Songhai, habitué aux lances et aux arcs, se prépare à défendre leur empire contre une immense force militaire. Des milliers de guerriers aguerris, habitués à conquérir face à une armée équipée d'armes qu'ils n'avaient jamais vues. Le destin de l'empire est suspendu à cette bataille. La confrontation finale a lieu à Todibi, près de Gao. Les Songhai sont courageux et disciplinés, mais l'impact des arbuesques marocains est dévastateur. Leur formation s'effondre, le chaos s'installe et l'armée pourtant légendaire du Songhai est écrasée. Les chroniqueurs racontent que malgré leur bravoure, les soldats du Songhai ne pouvaient rivaliser avec cette technologie. Les généraux tombent, les villes sont prises et le trône impérial est menacé. L'empire qui avait défié l'Europe et le monde musulman est désormais en péril. En une seule bataille, des siècles et de savoirs sont presque anéantis. Comment un empire peut-il survivre à une telle défaite? Après Todibi, Gao tombe aux mains de Marocains, suivi de près par Tombouctou et Djenné. Les centres de savoir et de commerce sont pillés. Les routes commerciales perturbées. Le Songhai tel qu'Askia l'avait façonné cesse d'exister comme puissance centrale. Pourtant, la culture, le savoir et des traditions persistent. Les manuscrits de Tombouctou sont protégés par les habitants. Les griots continuent de transmettre l'histoire et l'héritage du Songhai survit dans la mémoire des peuples. Un empire qui tombe, mais son esprit, sa culture et son savoir peuvent traverser des siècles. C'est là la vraie puissance d'une civilisation. Le déclin de Songhai rappelle que la force militaire et la richesse ne suffisent pas. Si l'unité politique et l'adaptation technologique font défaut, l'empire s'en effondrer face à une combinaison de conflits internes et de nouvelles armes. Mais il laisse un exemple inestimable, celui d'un État africain puissant, organisé et prospère. La chute n'efface pas les siècles de grandeur,
mais son empire continue d'inspirer et de fasciner. Après avoir traversé les siècles, les victoires et les défaites, le Songhai reste une leçon vivante pour le monde. Un empire qui a su allier force militaire, prospérité économique, savoir et spiritualité. Mais surtout, il nous rappelle qu'un peuple peut s'élever et briller même face à l'adversité. Gao, Tombouctou, Djenné, ces noms résonnent encore dans l'histoire africaine et mondiale. Des cités de commerce, de culture et de savoir qui rivalisaient avec les plus grandes villes de leur époque. Grâce à Askia Mohamed et au grand roi du Songhai, l'Afrique de l'Ouest a montré au monde entier ce que la civilisation africaine pouvait accomplir. Imaginez un empire africain plus vaste que l'Europe occidentale, plus riche que ses voisins reconnus par le monde musulman, et pourtant oublié par beaucoup de manuels scolaires. Des manuscrits de Tombouctou, les récits des griots et les traditions orales, tout cela a survécu. Même lorsque les Marocains ont conquis Gao et Tombouctou, le savoir n'a pas disparu. Les bibliothèques de ces villes sont aujourd'hui des trésors pour l'humanité, témoignant l'incroyable niveau intellectuel du Songhai. Ces trésors montrent que le Songhai n'était pas seulement un empire de guerriers et de commerçants, mais un empire de penseurs, de savants et de visionnaires. L'organisation mise en place par Askia Mohamed, avec ses gouverneurs, ses juges et ses flottes sur le Niger, est un modèle d'administration efficace. Elle prouve qu'un empire africain pouvait rivaliser avec des grandes monarchies européennes de l'époque, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique et administratif. Le Songhai nous montre que gouverner, ce n'est pas seulement conquérir, c'est organiser, protéger, éduquer et inspirer. Aujourd'hui, le Songhai inspire les historiens, les Africains de tous ceux qui cherchent des modèles de réussite et de prospérité. Il rappelle qu'un peuple n'a pas besoin d'être riche en ressources extérieures pour briller. Il lui suffit de combiner savoir, vision et courage. Il nous incite aussi à repenser notre vision de l'histoire mondiale. L'Afrique n'a pas seulement subi l'histoire, elle l'a façonnée, parfois même en dominant le monde de son époque. Et si nous avons oublié l'un des plus grands empires de l'histoire, non par rapport au manque de grandeur, mais par le biais des récits tranquilles. Aujourd'hui, le Songhai reprend sa place dans notre mémoire collective. Alors que le fleuve Niger continue de couler, comme il le faisait au temps de Gao et de Tombouctou, nous réalisons que les empires disparaissent, mais leur histoire, leur culture et leurs récits survivent. Le Songhai a tombé sur le plan militaire, mais il reste invincible dans nos esprits. Voici l'histoire d'un empire oublié mais majestueux. Voici l'histoire du Songhai, l'Afrique qui a dominé le monde. Et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais complètement perdue. Elle attend à être racontée et comprise. Abonnez-vous sur le Baobab et continuez à marquer l'histoire de l'Afrique.